J'étais seul un soir dans ma cave et je m'étais dit, voilà, j'avais envie de m'ouvrir les veines. Je savais pas du tout comment faire, etc. Au lieu de faire ça lentement, je me suis mis un gros coup de canif dans le bras. Quelque part, ça a été aussi un moment un déclic. Un déclic. Et je me dis, voilà, ok, j'ai vécu ça. Déjà, c'est pas une finalité. Je peux changer. Ça s'arrête pas. C'est pas parce que j'ai souffert pendant des années que je peux pas construire de belles choses. Au collège, je suis là pendant les cours. J'attends seulement le moment où je vais pouvoir rentrer chez moi, où je vais pouvoir monter sur le vélo, où je vais pouvoir être sur le home trainer dans ma cave à pédaler pendant 1h30, pendant 2 heures. Ouais, je me voyais vraiment quelque part comme un loser, comme quelqu'un qui n'arrivait à rien. Okay. On est dans une période, on sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et il y a des choses qui se vivent dans l'instant. Si ça peut être fait maintenant, c'est vrai. Pourquoi on le ferait pas maintenant ? Si notre record en course à pied c'est un petit kilomètre, très bien, prends ce petit kilomètre et cours 1100 mètres la prochaine fois, cours 1200 mètres la deuxième fois, la troisième fois, etc. Et monter graduellement comme ça, pendant des années, tu peux finir par battre des records du monde, accomplir des choses extraordinaires. On n'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'on pense nous influence. Et si on commence à penser de manière négative, si on commence à voir le noir dans tout, on devient négatif, on devient pessimiste, et on finit par ne rien faire. Et là tu auras échoué, mais pas parce que t'avais pas de chance, pas parce que t'étais pas assez bon, simplement parce que tu t'es pas donné l'opportunité. Tu parles de David Goggins, c'est aussi à lui qu'on doit ça, d'avoir ce tableau, de se retrouver devant l'éternel. Voilà ce que t'aurais pu réaliser, ce que t'aurais dû être, ce que tu aurais pu être, et compare-le à ce que t'as réalisé. Il y aura toujours un décalage, mais j'ai envie que ce décalage, il soit le plus faible possible. Bonjour et bienvenue à tous devant votre tout nouveau format, l'Ascension, podcast officiel de Motivaction. Le principe est simple. Vous avez vécu des choses qui sortent de l'ordinaire, vous avez remonté la pente à force de travail, de courage et de persévérance, et vous aimeriez prendre la parole pour partager votre histoire. Eh bien sachez qu'à partir de maintenant, Motivaction, moi-même, reçoit ses propres abonnés. Il faut croire qu'à force de traduire des interviews, ça m'a donné envie d'en réaliser moi-même. Donc si l'idée vous intéresse, je vous invite à passer par mon adresse mail, contact@motivation-officiel.com, que vous pouvez retrouver en première ligne de description. Ici on parle de persévérance, de discipline, de courage, car nous sommes la minorité qui pèse plus lourd que la médiocrité de la majorité. Il est l'heure de passer à la vitesse supérieure, et cette fois, je vous invite à monter avec moi. Bon visionnage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent, sportif de haut niveau, mais aussi poète et écrivain qui va nous partager son histoire et sa vision du monde. Vincent, bienvenue à toi. Merci, très heureux d'être là. Alors, première impression, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre, ce studio ? Excitant, très bel endroit, qui donne envie de parler, qui inspire des images de force, des images de motivation et d'action. C'est ce qui donne motivation. On est là pour ça. Et excité à l'idée de partager mon histoire. Je dois reconnaître que la chaîne m'a aidé, m'a inspiré sur beaucoup de points, de partage de beaucoup d'histoires qui forcément inspirent, et puis qui m'ont donné envie de réaliser des choses, qui m'ont fait réaliser des choses. Et de fil en aiguille, on a monté la montagne. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie, une grande fierté de pouvoir partager certains points de mon histoire et d'avoir aussi cette chance de pouvoir inspirer à mon tour. Avec plaisir. Comme tu le sais, tu es le tout premier invité. Et c'est le début, je pense, j'en suis certain même, d'une longue aventure, un nouveau format que les gens attendent peut-être. Ça fait bien plus de 3 ans maintenant qu'on est toujours sur le même format de traduction, comme les gens le savent. Je crois qu'il est l'heure de se réinventer un petit peu, d'évoluer, de passer des étapes. Et nous voici donc dans ce tout nouveau studio, face à face. Vincent, pour commencer, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Et ensuite on pourra enchaîner avec quelques questions que j'ai hâte de te poser. Ça marche. Donc je m'appelle Vincent Martins, j'ai 37 ans, je suis éducateur sportif, cycliste depuis l'âge de 15 ans. Le cyclisme m'a vraiment fait grandir et ça a vraiment été ma première naissance, je dirais. À 14 ans et demi, 15 ans, j'étais en surpoids, j'étais encore un enfant quelque part, qui manquait vraiment de confiance en lui, qui était en retard de maturité mentale, psychologique, etc. Et le cyclisme et le sport m'ont permis déjà de me découvrir. En 1999,
J'étais en surpoids et j'ai commencé à m'entraîner vraiment régulièrement, vraiment intensément. J'ai perdu 15 kilos. En combien de temps ? En 4 mois à peu près. De travail acharné. De travail acharné, un petit peu trop extrême, puisque ça m'a fait aussi rentrer dans les troubles du comportement alimentaire qui m'ont longtemps accompagné tout au long de ma vie, qui m'ont empêché souvent de m'exprimer quelque part. Donc j'ai avancé dans ma vie, j'ai réussi déjà des beaux défis sportifs, j'ai réussi à devenir éducateur sportif. Anecdote à ce niveau-là, je venais pas du tout des disciplines de la musculation. Il a fallu tout construire physiquement donc à l'âge de 19 ans. Là aussi un peu extrême, ça m'a coûté mon dos avec un tassement vertébral, une hernie discale qui m'ont accompagné tout au long de mon histoire. Ça aurait pu s'arrêter là, mais j'ai aussi décidé que c'est quelque chose qui ne m'arrêterait pas, même si ça m'accompagne au quotidien. Donc de là, je suis devenu éducateur sportif. Je pense que c'était vraiment ma vocation. D'accord. Dès l'âge de 15 ans, j'avais envie d'accompagner des gens à atteindre leur plein potentiel. Le fait de te lancer dans le sport à fond, t'a donné envie d'éduquer, Exactement, ça m'a donné envie de partager, ça m'a donné envie déjà de transmettre. En plus d'être entraîneur, j'ai été assez vite formateur pour les futurs coachs. J'avais vraiment envie que les gens atteignent leur plein potentiel, mais à ce moment-là, moi-même, j'étais très très loin d'atteindre mon plein potentiel. Je faisais des choses, mais il manquait quelque chose et il a fallu du temps. Voilà, j'étais assez perfectionniste. Ouais. Je voulais vraiment que tout soit bien pour me lancer, mais du coup je me lançais pas et quelque part j'avais l'impression de subir ma vie. En 2019, on a monté une équipe cycliste professionnelle sur la piste qui était un serpent de mer, qui était quelque chose que j'avais en tête moi depuis longtemps, qui s'était pas réalisé et finalement qui s'est réalisé. Et finalement je me suis rendu compte que c'était une belle aventure, mais c'était pas de ça dont j'avais le plus besoin, le plus envie dans ma vie. Un jour, ça s'est fait. Je commençais à avoir des petits déclics comme ça. Je commençais à me détacher un tout petit peu finalement de la compétition sportive, sans diminuer aucunement ma vision de vouloir me dépasser sportivement. Et je commençais à faire des défis sportifs un petit peu personnels. J'ai fait pour la première fois, par exemple, en juin 2019, un 300 km à vélo. À ce moment-là, ça me paraissait fou parce que je l'avais encore jamais fait. Bien sûr. Ça a été une belle expérience de découverte et tout. Et puis il y a un instant clé dans la vie. Je pense qu'il y a des moments où on va prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est un point, ça peut être un simple moment et ça a le pouvoir de changer notre vie. Et c'est ce que je te confiais tout à l'heure. Là, on est le 9 juillet 2019. Oui. On est 9 ans jour pour jour après ma tentative de suicide. J'avais 25 ans. J'étais dans un moment où... Comment t'en es arrivé je voulais tenter mon expérience, on va dire, sportivement, mais j'ai fait les choses complètement à l'envers, on va dire. Cet aspect perfectionniste qui me bouffait la vie, j'arrivais pas à contrôler particulièrement peut-être des ambitions trop grandes mon alimentation. Des ambitions trop grandes par rapport sans doute à mes capacités, surtout, j'ai envie de dire, par rapport à mes capacités mentales à ce moment-là. D'accord. Ça te dépassait et tu savais pas comment gérer tout ça mentalement. Ça me dépassait et j'avais l'impression d'être en permanence pris dans un étau, il y avait un poids qui venait m'appuyer, qui m'enfonçait la tête sous l'eau. En fait, et j'arrivais pas à m'en sortir. Je m'enfermais moi-même, je parlais de mon mal-être quelque part à personne. Je subissais complètement mon existence. Je voulais pas qu'on me voie clairement comme j'étais, parce que je souffrais et je me voyais vraiment quelque part comme un loser, comme quelqu'un qui n'arrivait à rien. Et c'était un cercle vicieux. C'était clairement un cercle vicieux parce que moins j'y arrivais, plus j'essayais, plus je m'enfermais, plus je m'isolais. Et ça a été une forme de cycle infernal, une forme de descente aux enfers. Et à un moment, je me suis dit, mais je préfère en finir. Et quelque part, c'était une phrase que m'avait dit mon père. En ce moment, tu fais pas grand chose et en plus, tu le fais mal.
Et même ma tentative de suicide, alors j'en rigole maintenant, hein, si tu veux, parce que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, ça s'est mal passé parce que forcément j'avais envie de me faire souffrir, que ça dure longtemps. Est-ce que tu peux te confier un peu à ce niveau-là, comment ça s'est passé? Ouais, comment tu t'en es sorti après? J'étais seul un soir dans ma cave et je m'étais dit, voilà, j'avais envie de m'ouvrir les veines. Et au lieu de faire ça, je savais pas du tout comment faire, etc. Au lieu de faire ça lentement, je me suis mis un gros coup de canif dans le bras. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti le sang jaillir, j'étais dans le noir, etc. Et là, il y a l'instinct de vie auquel je me suis raccroché. J'ai appuyé sur mon avant-bras. J'ai simplement appelé au secours. Tu t'es sauvé toi-même. Et je me suis quelque part sauvé moi-même parce que c'était trop rapide. Bon, non, j'avais pas donné d'explication, je pense que j'avais besoin de ça. Et quelque part, ça a été aussi un moment un déclic. Un déclic. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire aussi. C'est pour ça que j'ai appelé ma société que j'ai montée à ce moment-là aussi Sport Inspiration. Et voilà, je me suis mis à écrire pendant des années. Et c'est bien parce que ça nous amène justement 9 ans plus tard, en 2019. Ouais. Je suis dans les Alpes. J'ai garé ma voiture au sommet du col du Lautaret à 2000 mètres d'altitude. Je fais une longue sortie de 200 km qui se termine 5-6 degrés, une pluie battante, à ne pas voir à 50 mètres. J'arrive devant la voiture, le compteur du vélo s'arrête. Ok. Normalement, à ce moment-là, on s'arrête là. Mais moi, j'avais décidé dans la tête d'aller jusqu'en haut du Galibier, qui est 8 km et 600 mètres plus haut. Et j'y suis allé. J'ai froid même dans la montée, même pendant l'effort. Je sens que j'ai les doigts, j'ai du mal à saisir le guidon. J'ai les dents qui donc commencent à à ce moment-là, claquer. t'avais déjà 200 km derrière toi? Ouais. Ok. Ouais, j'ai déjà 200 km derrière moi. Mais après, physiquement, je suis bien, je sens que j'ai encore de la force, mais par contre, la condition météo, c'est horrible. Normalement, tu rentres dans la voiture, tu t'enfermes, tu te recroquevilles au maximum. Oui, ton compteur te lâche, il fait froid, il pleut. Voilà. Ah, le compteur, c'est un signe. Normalement, il te dit, voilà, tu t'arrêtes là, c'est bon, t'as fait le job, etc. Là, tu te dis, non, j'ai envie de plus, j'ai envie d'aller plus haut. Et parce que tu l'avais visualisé avant, tu t'es dit j'irai en haut, donc même si mon compteur me lâche, j'y vais. Complètement. Okay. Non, complètement, j'avais visualisé l'objectif et c'est moi avec moi-même. Il y a personne, c'est pas une compétition, il y a personne qui va voir, il y a personne qui va rien me dire si j'arrête là, clairement. Bien sûr. Mais c'est moi qui vais me juger, c'est moi qui ai envie d'aller là-haut parce que ça compte. Je sais que ce jour-là va être un souvenir, mais je sais pas encore à quel point. Et là, je me dis, je réfléchis dans cette montée, il y a quoi, 35-40 minutes de montée, je réfléchis, mais c'est quoi, ça rime à quoi de faire ça? À ce moment-là, ça n'a pas de sens encore. Ouais, la fameuse question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fous là? Et à un moment, même plus que ça, la question qui vient, c'est t'es qui? C'est quoi ton identité? Ok. Et là, il y a un mot qui vient, comme ça, c'est posséder. Ça te vient en tête? Ça vient en tête, comme ça. Un instinct et tout. Et ce mot-là, ce moment-là, ça va quelque part changer ma vie parce que je vais jusqu'en haut, je redescends, je me suis mort de froid, là je me pose la question même si je vais réussir à freiner et à arriver parce que forcément les mains sont complètement tétanisées, etc. J'arrive, je me revois dans la voiture, je reste pendant 30 minutes, chauffage à fond dans la voiture pour me réchauffer, à claquer des dents, etc. Mais le lendemain, je vais me poster en haut de l'Alpe d'Huez, ça va devenir un endroit assez mythique et très très important dans ma vie. Et je commence à rédiger un texte à partir de ce mot-là, à partir du mot le posséder. Et ça me donne un texte et là ça va me relancer dans l'écriture. On est presque 4 ans après, l'écriture m'a plus jamais lâché. Ça a été vraiment un compagnon très très intense de ma vie pour exprimer tout ce que j'avais en moi, tout ce que je ressentais, pour partager et aussi pour vraiment mieux me comprendre. Te libérer, mieux te comprendre, Voilà, une libération, une compréhension et un partage, une transmission aussi pour les autres. Oui, tu as commencé à partager tes écrits. Ouais. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à écrire vraiment plusieurs textes. Quel type de texte? Alors avant ce moment-là, dans le peu que j'écrivais, c'était plutôt des textes plutôt négatifs, on va dire, où j'exprimais un petit peu mon mal-être sans mettre de vrais mots dessus. Je masquais, je m'inventais un petit peu des histoires et tout. Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je pense à un texte qui s'appelle Les 10 commandements. D'accord. Ce texte-là, c'est ce que j'aimerais être. Qui j'aimerais être, ce que j'aimerais faire à mon quotidien. À ce moment-là, ça me paraît une utopie complète.
d'être ce personnage, d'être les qualités que j'exprime, etc. À ce moment-là, ça me paraît impossible, mais 2 mois plus tard, ce sera possible. Je compléterai ma liste des 10 commandements un 25 septembre, 2 mois plus tard. Ok. Et le fait de partager ces écrits-là, on commence à venir me parler, on commence à venir échanger avec moi, et je vois que ça a vraiment aussi un impact sur les autres, que ça a un impact autour de moi, que non seulement c'est en train de changer ma vie, de changer ma vision des choses, je suis en train de devenir quelque part optimiste, je suis en train de devenir quelqu'un de positif, mais non seulement ça a un effet sur moi, mais ça a aussi un effet très très important sur les autres. Et ça change non seulement ma vie, mais ça va aussi changer celle de personnes autour de moi. C'est là que tu découvres une autre peut-être passion, carrément le fait de partager, d'accompagner, d'aider, peut-être aider des personnes qui sont passées par ce dont tu es passé toi, plus jeune, des expériences telles qu'une tentative de suicide, des épreuves, etc. Et les aider à travers des écrits, quelque chose que tu découvres et que tu commences à développer en fait petit à petit, au bout, après ce déclic, après cette fameuse montée dont tu parlais, sur laquelle tu as beaucoup écrit. Ouais, complètement. Alors dans les mois qui vont suivre, tout ça va prendre un sens. En fait, toute cette souffrance va prendre un sens. Avant, c'était quelque chose que je subissais. Ok. À cette période-là, ça change. Ça devient vraiment plus neutre. C'est quelque chose, ok, je l'ai vécu, c'est comme ça, je l'accepte. Ouais. Mais très très vite, dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, ça va vraiment prendre un sens et je vais comprendre vraiment pourquoi j'ai vécu tout ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter, on va dire, et que c'était pas quelque part, que c'était pas un hasard, et ça donne du sens. Et je commence à me dire, j'ai pas souffert pour rien. Okay. J'ai souffert aussi, ça me forme, moi en tant qu'homme. Quelle leçon t'en as tiré justement de ces premières courses, ces déclics-là? Que la souffrance a un sens. Et je dirais que la souffrance, pour moi, ça a vraiment le sens qu'on veut lui donner. Soit on le subit, et quelque part, on est entre guillemets une victime de ça toute sa vie, et d'abord une victime de soi-même. Soit à l'inverse, on en fait quelque chose, on en fait vraiment un moteur. Et là, à ce moment-là, ça passe vraiment d'un frein à un moteur, et me dit, voilà, ok, j'ai vécu ça, c'est pas une finalité, je peux changer, ça s'arrête pas, c'est pas parce que j'ai souffert pendant des années que je peux pas construire de belles choses, que je peux pas... condamné à rester dans cette peau de souffrance, ok. Exactement, c'est pas... c'est juste un chemin qui te mène à un endroit, qui te mène à un carrefour, mais rien ne t'empêche, à partir de là, de prendre un autre chemin si tu le décides. Et à partir de là, j'ai vraiment pris un autre chemin, et ma vie a complètement changé à partir de là. À partir du moment où j'ai décidé ça. De voir la souffrance différemment. De voir la souffrance différemment, de ne plus me considérer comme une victime, de ne plus la voir comme un frein, mais à l'inverse, d'en faire vraiment un moteur force. Et d'en faire une force. Ok, incroyable. Et après, à partir de là, à partir de ces différents déclics et réalisations, comprendre que la douleur a un sens et que tu peux l'utiliser à ton avantage. Comment ta vie a évolué à partir de là? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les défis, etc. Il y a deux choses. Il y a des défis qui sont venus à moi, et il y a moi qui suis venu à des défis. D'accord. Mais je pense que à ce moment-là, et j'ai vécu la suite de ce qui s'est passé, un peu comme une vision, quelque part, comme quelque chose, comme un cheminement qui allait me mener vers la suite. Une préparation, en fait, quelque part. Et toute cette période-là où j'ai commencé à réécrire, où j'ai commencé à changer ma façon de voir la vie, très 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 clairement, où j'ai commencé un peu à affronter mes peurs et à les balayer. En fait, je me suis rendu compte que ça me préparait à des défis encore plus grands, et que ça me préparait quelque part à 34 ans, j'avais 34 ans à ce moment-là, mais que ça me préparait quelque part, entre guillemets, à tuer le garçon que j'étais et à faire naître l'homme. Je suis le 20 septembre, fin de l'été, je me sens beaucoup plus apaisé à ce moment-là. Je me sens, quelque part, je suis en train de me dire, ouais, je me retrouve en paix avec moi-même. Enfin, pour la première fois, je me retrouve en paix. Mais quelque part, la vie me montre que je suis pas fait pour rester en paix, et que je suis fait pour aussi être un guerrier et pour affronter des épreuves, et affronter une épreuve beaucoup plus grande qui vient à moi. Donc voilà, ce 20 septembre 2019, je suis chez moi, tranquille, je sors d'une petite sieste, je suis prêt à un bel après-midi ensoleillé de fin d'été,
Et puis je lis sur le téléphone en parcourant les réseaux sociaux, en parcourant Facebook, que ma meilleure amie vient d'être contrôlée positive, donc à l'EPO, une substance dopante. Ok. Je ne le savais pas. Je l'apprends comme ça, elle m'a demandé... Ami avec qui tu réalisais des performances sportives, ouais, etc. Ok. Exactement, avec qui on avait des projets aussi depuis 2 ans, un moment, mais qu'on repoussait toujours à plus tard. C'est de se donner du temps ensemble, de faire une colocation ensemble et de se consacrer à notre pratique sportive, à atteindre notre plein potentiel, justement sur un plan sportif. C'est quelque chose qu'on avait reculé. Ouais. Et on se dit, ça se fera peut-être jamais. Et voilà, c'est une amie déjà très proche pour moi. Et quand j'apprends ça, c'est vraiment un choc. C'est vraiment un choc parce que je me rends compte qu'il va falloir faire un choix. Là aussi, dans ma vie, beaucoup plus important que le choix que j'ai fait 2 mois plus tôt de prendre le vélo pour 10 km de plus ou pas. Ça va être de l'accompagner sans doute des années ou pas. De prendre ce risque-là, de jouer, on va dire, quelque part la carte de la sécurité ou de partir au combat. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit ? Je suis parti au combat. Ok. Et je le regrette pas. Je le regrette pas parce que ça a aussi changé ma vie. Et ça a été dur. Mais je pense qu'on est vraiment à ce point d'avoir à payer, d'avoir à choisir entre 2 choses. Justement, on en parlait tout à l'heure ensemble. Entre la souffrance et le regret. Entre le fait de me dire, j'y vais pas. Entre la douleur de la discipline sur le moment. Exactement. Et la douleur du regret dans le futur. C'est ça. Là, c'est sûr que ce sera de la discipline, ce chemin-là. Mais ce sera de l'engagement, ce sera des épreuves, ce sera des obstacles à surmonter. Je ne sais pas du tout quelle forme vont prendre ces obstacles-là. Bien sûr. Mais je sais qu'il va y avoir des obstacles, je sais que ça va être dur, je sais qu'il va falloir se confronter au regard des autres, je sais qu'il va falloir réaliser des choses que j'ai encore jamais réalisées. Mais voilà, je sens qu'il faut y aller, c'est un instinct et quelque part je réfléchis. Pas vraiment. C'est naturel, c'est instinctif. Je sais que j'y vais. Et c'est amusant parce qu'une des premières phrases que je dis à mon ami, c'est va voir dans le miroir, regarde la petite fille, là elle est morte, il y a une femme qui doit naître. Et à ce moment-là, je sais pas que c'est pareil pour moi. Que le petit garçon, quelque part, il meurt à ce moment-là et que l'homme va naître. J'ai conscience déjà à ce moment-là que ça va changer ma vie. J'ai pas conscience d'à quel point ça va la changer. Ok. Juste si on peut remonter un petit peu plus tôt, même beaucoup plus tôt du coup, toi ton domaine de prédilection c'est le vélo. Oui. Qu'est-ce qui te pousse à commencer le vélo ? Est-ce que tu as eu une inspiration ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce monde-là du vélo ? Ça remonte à ton adolescence du coup ? Ouais, je pense que c'est à peu près, je dois avoir 10-11 ans à peu près. Alors là aussi, c'est pareil, je suis en retard parce que j'ai jamais fait de vélo, on m'a pas appris à faire du vélo. D'accord, à pédaler juste. À pédaler simplement, c'est un oncle qui m'apprend à 9 ans un petit peu à monter sur le vélo. D'accord. Je commence à m'intéresser un petit peu au sport, d'abord au foot, mais plus en tant que spectateur et tout. C'est une nouveauté, il y a personne qui le sait ça. Mais mais c'est vrai que je l'ai vu récemment, cet oncle-là, et on en a parlé. Donc c'est cet oncle-là qui me met sur le vélo. Je commence à m'intéresser vraiment au sport, à regarder le Tour de France, etc. Je commence à pédaler. Il y a cet avantage-là. Moi, je suis déjà assez solitaire à ce moment-là, et c'est vrai que je peux prendre mon vélo. Alors au départ, c'est juste le tour du parc, c'est juste le tour de la rue, mais je me dépense. J'ai ce côté-là où je me retrouve quelque part déjà avec moi-même. Et voilà, c'est vrai que ça me donne envie vraiment de découvrir. Je fais ma première compétition en 1998, j'ai 13 ans. Ok. Voilà, je vois que par rapport aux autres, je suis en surpoids, que par rapport à d'autres qui pratiquent déjà depuis des années, j'ai pas le potentiel physique. Mais j'ai déjà cette volonté déjà de me faire du mal, de me faire mal plutôt, de me dépasser, de souffrir sur le vélo, d'aimer cette souffrance, d'aimer la vitesse, d'aimer tous ces sentiments-là, quoi. Ok, et à ce moment-là, à cette période de ta vie, tu disais entre 9 et 13 ans, comment tu te sens de manière générale ? Tu disais que tu étais en surpoids. Ouais. Est-ce que c'était un mal-être ? Est-ce que c'était quelque chose que tu essayais de combattre à travers le vélo, justement ? Ouais, il y avait vraiment un mal-être. Je me sentais très différent déjà des autres. J'avais pas vraiment d'amis de mon âge.
J'avais ma famille qui me couvait vraiment, donc par exemple, pas de sortie scolaire, pas de cantine, etc. Fils unique, mes parents qui m'ont eu assez tard, donc voilà, j'étais un petit peu isolé, j'avais du mal à trouver ma place très clairement dans ma société, et il y avait une souffrance déjà quelque part que je gardais en moi, et j'avais pas, le vélo ça a été finalement le premier moyen un petit peu de m'exprimer, et j'ai l'impression d'être moi-même. Ok. Une sorte d'échappatoire à ton quotidien. Ouais, complètement un échappatoire, et c'est vrai que voilà, à partir dès mes 15 ans, je faisais déjà 10 à 15 000 km de vélo dans l'année, ce qui est beaucoup par rapport à d'autres. Mais voilà, c'était... alors, il y avait une façon de compenser, clairement, par rapport à l'alimentation. Et il y avait ce besoin un petit peu, vraiment de m'exprimer. Et le vélo, c'était moi, ma façon d'être moi. Vélo stationnaire ou vélo les deux. libre? Les deux. Il y a ce sentiment de liberté quelque part, voilà, que je peux être à l'extérieur, mais il y a le côté aussi de pas bouger, d'être là pendant... Et donc comment ça se passe? À ce moment, tu es à l'école évidemment, tu es au collège je suppose. Oui. Comment ça se passe? Tu rentres chez toi, tu fais ton vélo, ça devient ta routine, tu développes une sorte de planning d'entraînement, comment ça se passe? Ouais, là on est on est début novembre 2019, là, dans cette période-là où vraiment je décide de m'investir dans le vélo. Je décide... Bien plus tard, là, du coup. Ouais. Là, je voulais dire, dans la période du collège, quand tu commences le vélo, là, tu te sers du vélo pour justement combattre ce mal-être, mieux l'appréhender en tout cas. Ma question, c'était comment tu commences à te mettre à fond. Quelles étaient un petit peu tes journées type? Tu rentrais de l'école, tu faisais ton vélo, comment ça se passait? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, on va dire que la période... 11 à 13 ans, le vélo, c'est un loisir à ce moment-là. C'est pas encore une passion. C'est un loisir. Je fais 2 fois par semaine, une dizaine de compétitions à l'année, comme ça je découvre. Je pense que le déclic, c'est que voilà, j'insiste pour que mes parents m'emmènent dans les Pyrénées pour monter mes premiers cols. On est en 99, donc là je vais avoir 14 ans à ce moment-là, et je monte des premiers cols dans les Pyrénées. Et je pense que c'est à partir de là que voilà, j'ai envie que ce soit plus qu'un loisir, que ça devient vraiment une passion, que ça devient quelque chose qui va vraiment me booster. Et c'est à partir de cette période-là que vraiment au collège, je suis là pendant les cours, j'attends seulement le moment où je vais pouvoir rentrer chez moi, où je vais pouvoir monter sur le vélo, où je vais pouvoir être sur le home trainer dans ma cave à pédaler pendant 1h30, pendant 2 heures. À simuler des montées de col avec la pente qu'on peut régler, à transpirer, à essayer chaque jour de faire une meilleure performance, d'aller plus vite, de développer plus de watts. C'est vraiment à cette période-là que ça naît. Que tout s'enclenche, Ouais, c'est ça. Et que ça devient déjà une obsession dans la tête. D'accord. J'ai vraiment... Et tu mentionnais qu'à cette période-là, tu étais en surpoids. Ouais. Donc comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as eu un déclic? Tu as considéré que tu étais en surpoids et qu'il en était trop? Et donc tu t'es mis à faire plus de vélo, comment ça s'est passé? Ouais, ça a été, fin de saison, minime, je vais passer cadet, c'est vraiment l'étape au-dessus. Là, les courses sont deux fois plus longues. J'étais 2e année, donc je sais que je vais passer première année, donc il va vraiment falloir être meilleur pour prendre du plaisir, pour essayer de commencer à faire des performances. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça vient d'un coup. Je décide, dans ma tête, je vais faire 1h30 à 2h de home trainer 4 fois par semaine, tout seul dans le garage. J'ai demandé à mes parents qu'on range le garage pour avoir mon espace. D'accord. Pour pouvoir être bien, pour pouvoir pédaler. Et à ce moment-là, c'est parti. Je fais vraiment beaucoup plus attention à ce que je mange. La première partie, pendant 3-4 mois, tout est nickel. Je me sens vraiment, vraiment progresser. Je m'entraîne beaucoup, mais je ne suis pas encore dans une pratique excessive. C'est après que ça va devenir une pratique assez excessive, surtout au niveau de la quantité d'entraînement que je vais faire, et qu'il va y avoir aussi ce lien de toute façon par rapport à l'alimentation, et que le vélo aussi va servir clairement à compenser l'alimentation que j'arrive pas à maîtriser. D'accord. Pendant que maintenant tu restes à l'école, à quel âge tu te fais déscolariser et qu'est-ce qui se passe après? Alors, j'ai une scolarité, on va dire, à peu près normale jusqu'au bac. J'ai mon bac à 18 ans. Après, je pars à la fac, en fac de sport. J'ai déjà l'envie et la vocation, c'est rester là, de devenir entraîneur.
Je fais une fac de sport, mais ça me convient pas. Je sens que c'est pas le système. Déjà, c'est très orienté pour devenir prof de PS, ce qui est pas mon objectif. J'ai envie vraiment de devenir entraîneur, d'aller plus vers des compétiteurs que vers des scolaires. Donc, la fac, c'est pas un système qui me convient non plus. J'arrive pas à me fondre dans ce moule-là. Donc j'arrête au bout d'un an et je rentre dans une école qui forme au brevet d'état d'haltérophilie. Donc à ce moment-là, j'ai pratiquement pas touché la musculation. Ok. Mais je sais que ça peut être un très très bon déclic, que de toute façon, ça va me permettre de travailler avec différents sportifs et dans tous les sports. Ouais. Et là, je me lance, comme je m'étais lancé quelque part dans le vélo, vraiment à fond. Je commence à aller à la salle de sport 5 à 6 fois par semaine, 1h30, 2h, dans cette optique de préparer ce diplôme. Ça, c'est une grande aventure sportive parce que j'ai 19 ans, en musculation, c'est quand même assez jeune, on n'est pas assez formé. D'ailleurs, je vais y laisser mon dos en m'entraînant énormément, je vais me faire un tassement vertébral. Ok. Qui à un moment va me dire ce diplôme, c'est pas gagné parce il y a des exigences physiques qui sont très 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 élevées et il va falloir se battre. Pour l'avoir, je vais être obligé de changer un petit peu l'option dans laquelle je vais passer. Au lieu de passer en force athlétique, je vais passer en option culturiste. C'est-à-dire, c'est beaucoup de répétitions en fait, en traction, en dips, en développé couché et en squat. Donc je change aussi clairement de physique, je me forme un corps. Parce que j'étais cycliste, donc il y avait des jambes, mais le haut du corps, c'était vraiment une crevette. Et là, je commence à voir mon corps vraiment changer, ce qui me plaît aussi. Je commence à m'identifier vraiment à un sportif, à un corps de sportif, on va dire complet et accompli. Et ça restera toujours, même si le vélo. Par hasard, si je dis mon vélo, le vélo restera mon sport de cœur quelque part, mais de la musculation. Le physique gardera une importance tout au long de ma vie parce que je me sens aussi plus en confiance avec un corps musclé, avec un corps qui me plaît et c'est quelque chose à laquelle je m'identifie beaucoup. Ok. Dans cette période depuis l'adolescence jusqu'à début de l'âge adulte, est-ce qu'il y a eu des événements des événements marquants que tu as dû surmonter, des choses qui te viennent en tête maintenant ? Pas vraiment. En fait, j'ai vraiment l'impression, dans toute cette période-là, d'être un peu spectateur de ce qui se passe dans ta vie. Ce qui me passe dans ma vie. Ok. Je suis spectateur et tout se passe très vite. Ça se passe vite. Je fais des choses. Je commence à en faire de plus en plus. Je commence à partir, très souvent à l'aventure, notamment à partir de 25 ans. Je change quand même des choses dans ma vie. Je pars souvent à l'aventure, l'été à la montagne, etc. Je commence à participer à des grandes épreuves d'endurance, à combiner aussi le travail. En plus d'être coach, je deviens masseur. J'interviens sur des épreuves. Des fois, je fais l'épreuve le matin et je suis dans l'équipe de masseurs l'après-midi. Ça, c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'à certains moments, sur le vélo, on me met l'étiquette d'être le masseur et dans l'équipe de massage, on me met l'étiquette d'être le cycliste, on va dire. Et ça, c'est cet aspect d'étiquette. Je pense que on en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à ça. Donc, je suis déjà dans ces défis-là, mais quelque part, c'est qu'une petite partie de ma vie. J'ai l'impression de vivre pleinement dans ces moments-là, mais qui constituent peut-être 2, 3, 4 semaines dans l'année. Sur le reste de l'année, je suis en région parisienne, je suis pas forcément très très bien, et j'ai vraiment l'impression d'être spectateur, de subir ma vie, jusqu'à ces changements-là en 2019, où c'est vraiment un point de basculement dans ma vie. En fait, en 2019, c'est là que débarre mon livre aussi. J'ai un blocage au niveau du dos, où épouvantable, je suis en train de marcher dans la rue dans Paris, et là je sens le dos qui se bloque, et je vais complètement m'écrouler. C'est ce qui va être d'ailleurs le début de mon livre. C'est la première page de mon livre. Je suis par terre dans Paris, je peux plus bouger. Je me rappelle, c'est un touriste américain que j'avais renseigné sur le chemin quelques secondes avant, qui m'aide à me relever, qui me demande si j'ai besoin d'aide. Et là, pendant 2 mois... La blessure dont tu parlais. Ouais, la blessure qui était revenue régulièrement. Mais là, c'est un épisode quand même très très fort. Et pendant 2 mois, je tiens pas debout. En fait, je tiens pas debout. Je suis obligé de me tenir à un bâton quand je travaille à la salle de sport. Je m'arrête pas parce que... D'accord, malgré la blessure, la blessure, je continue. Le vélo me fait du bien. Sur le vélo, j'ai pas mal. Moins mal, en tout cas. Et ça m'accompagnera tout au long aussi de ma vie, etc. D'avoir moins mal sur le vélo qu'au quotidien. Mais là, c'est vraiment une souffrance. Et je pense que c'est un trop-plein à ce moment-là qui va s'accumuler pendant ces 2 mois et qui ensuite va se libérer
dans la suite, dans ce que je t'ai raconté là, de ce moment où je monte. Donc là, on est en 2019. Ouais, on est en 2019. Voilà, je suis pendant 2 mois. Pendant 2 mois, je suis pas bien. J'ai un jour vraiment noir. Je suis à la maison. J'arrive pas à monter sur mon vélo. Je suis là, je suis chez moi. Je vais descendre, remonter, me mettre en tenue. J'arrive pas. Je suis complètement bloqué. Physiquement ou mentalement surtout. Ok. Mentalement surtout. Je suis là ce jour-là. Ben voilà, je vais m'habiller 7 ou 8 fois, je vais essayer de monter sur mon vélo, j'y arrive pas, je vais passer la journée à jouer à des jeux qui ne serviront que ce jour-là d'ailleurs, hein, sur l'ordinateur. Mais je pense qu'il y a ce besoin, peut-être à un moment, qu'il y a un trop-plein et que ça se libère. Ok. Le lendemain, la journée, elle repart un peu pareil. Et puis à un moment, j'y arrive. Et je fais une sortie de fou, hein. Je fais presque 200 km, 31 de moyenne, 2000 mètres de dénivelé. Ok. Ouais, on est le 12 mai 2019 et quelque part... Voilà, ça part de là, et toutes ces petites étapes vont m'amener à ce jour où je vais faire quelques kilomètres en plus sous la pluie, et qui va vraiment provoquer le déclic. D'accord. Mais il y avait déjà une forme de préparation qui venait, je pense. C'est ce que tu disais, ce changement de vision par rapport à la douleur que l'on subit. Exactement. Tu as commencé à la voir comme une préparation pour les futures épreuves. Ouais. Et de fil en aiguille, tout ce qui s'est passé, tu l'as vu vraiment comme une préparation à ce qui allait se préparer pour la suite. Donc après cette course, donc là on est en 2019, tu disais. Ouais. Comment tu viens à cette idée de battre un record du monde ? Il y a beaucoup d'étapes entre-temps. Il y a beaucoup d'étapes entre-temps. On va y venir alors. Ouais. Donc il y a cette période de fin 2019 d'accompagnement avec Marion. Et puis vient le confinement, où ça va devenir la période des défis sportifs. Je continue de m'entraîner. Et parce que voilà, le sport pour moi, c'est pas que la compétition. Le sport, c'est mon quotidien, c'est ma vie, c'est mon mode de vie. Et je vois ce confinement un petit peu comme une façon de me lancer dans des choses un petit peu folles. Je m'entraîne très très régulièrement. Je fais 20 à 30 heures de sport par semaine. Ok. Et d'un coup, je suis en pleine séance de jambes. D'ailleurs, je vois le message à la fin de la séance. J'ai les jambes bien défoncées par une grosse séance, fente en déplacement dans le jardin, etc. J'arrive, je vais avoir du mal à me lever demain avec les jambes. Et là, je reçois un message d'une athlète du sud de la France qui me suit un peu, qui voit que en ce moment, je m'entraîne régulièrement et tout, qui veut se lancer dans un défi et qui a envie de le partager. Et qui me propose, est-ce que ça te dit de faire un 24 heures non-stop sur Home Trainer ? Ok. À une époque, j'aurais dit, oh là là, combien de temps je vais mettre à m'en remettre ? Est-ce que je vais être capable ? Sachant qu'à ce moment-là, ton record, c'était quoi ? T'étais conscient d'être capable de faire quoi à ce moment-là ? Le maximum que j'avais fait sur Home Trainer, c'était 6 heures. Ok. Et c'était 2 semaines avant. Ok. Ouais. Après, j'avais déjà fait sur le vélo en extérieur, j'avais déjà fait 15-16 heures. Mais là, on est sur le fait de rester sur un endroit stationnaire où on peut pas s'arrêter. On peut pas relâcher le pédalage, il faut toujours entretenir le pédalage. Et inconnu total. Ok, donc gros challenge. Gros challenge. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas ? Ça peut être fun, ça peut être un bon défi. Et je me pose pas la question de savoir si je vais y arriver. D'accord. Dans la tête, je sais que je vais y arriver. Je vais y arriver parce que déjà, ça a un sens. Je sais que ça peut inspirer du monde, ça peut autour de moi. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu vraiment important. De montrer, d'inspirer, de pousser vers le haut. Et je sais que je vais pas, quelque part, pédaler seul dans le cœur. Je serai seul dans les jambes, mais dans le cœur, dans la tête. Bien sûr. Il y a ces gens autour de moi, mes amis, des gens que je veux vraiment inspirer. Et puis il y a un peu monsieur et madame tout le monde. On est dans une période quand même qui est très très difficile, avec plein d'incertitudes. Et il y a l'envie de susciter cet espoir-là. Et puis il y a cette curiosité. Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi ? Comment je vais y arriver ? Qu'est-ce que je vais ressentir ? Et je me dis, ça peut être une fantastique expérience en tant que sportif. Et je me dis, d'ailleurs, je vais tout noter. Je vais noter ce que je mange, je vais noter mes sensations au fur et à mesure. Je vais terminer de cette expérience-là avec 20 ou 30 pages de notes. Parfait. Et franchement, une expérience de folie. Ok. Donc ça s'est déroulé. Donc tu as relevé le défi. Ça s'est passé combien de temps après ? 2 jours après. Non, là, c'est le genre de truc, faut pas réfléchir trop longtemps. Faut y aller. On est dans une période, on sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et il y a des choses qui se vivent dans l'instant. Si ça peut être fait maintenant, c'est vrai. Pourquoi on le ferait pas maintenant ? Et je me dis, let's go. Okay. C'est parti. On se lance dans le défi. Comment ça s'est passé ? J'imagine qu'il y a une petite préparation.
Qu'est-ce que tu as dû manger? Qu'est-ce que tu as dû... Ouais. Tu l'as fait chez toi, du coup? Ouais, je l'ai fait chez moi. Donc on était parti dans le confinement en Gironde avec la famille. Donc je me suis dit on va le faire dehors. J'ai mis le home trainer sur la terrasse. Il y a une grande partie qu'on faisait aussi filmer avec des gens qui sont venus, des amis et puis des gens que je des extraits de ça? Ouais. Ok. Ouais, j'en ai pas mal. Super. Ouais. Et donc on a partagé à certains moments. Moi j'ai des amis qui étaient là à 3-4 heures du matin, qui étaient là pour pédaler une heure avec moi parce que ça les inspirait, parce que ça les motivait, ça donnait aussi un sens quelque part dans cette période où il n'y en avait pas forcément. Pour beaucoup n'avaient pas de sens dans leur vie. Et voilà, le fait de partager ça suscitait aussi un message d'espoir. Et c'est vrai que les grandes choses, ça vaut vraiment si c'est partagé. Ouais. Pour moi, c'était vraiment super important. Décuplé, bien sûr. Voilà, décuplé. Okay. Et je me dis effectivement, je peux faire ça pour moi, ça va m'apporter quelque chose. Il y a ce côté-là qui est bien pour moi, qui est valorisant, etc. Mais je dis, ça a quel sens quelque part si je le garde que pour moi, si je le fais que pour moi, et quelle est la valeur ajoutée. Et je me dis, voilà, le sport, c'est des valeurs qui méritent le partage. Tu prends conscience que ce que tu fais peut avoir un impact, un énorme impact en fait sur ton entourage. Complètement, et ça je l'ai déjà vécu, voilà, depuis 6 mois que je partage mes textes, que je partage mes expériences, etc. Je vois qu'autour de moi, ça bouge, ça fait réagir des gens, il y a des gens qui m'envoient des messages positifs, qui me disent que ça les booste, et c'est une motivation vraiment très très forte Bien pour sûr. moi. Très très forte pour moi. Et une responsabilité. Ouais, complètement. Quelque part d'être un exemple, et de me dire j'ai ce pouvoir-là. Avant, voilà, je subissais ma vie, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres, quelque part? Même si, pourtant, objectivement, en tant qu'éducateur sportif, ça a apporté quelque chose aux gens. Les gens viennent te voir, d'ailleurs, pour ça. Pour aller mieux, pour faire des accomplissements, etc. J'ai été formateur aussi, donc il y avait ça. Mais je voulais pas le voir. Aussi, je voulais pas le voir, parce que ma vision était juste, t'es nul. Je suis nul. Je sers à rien. Voilà, je rabaissais tout ce que je faisais. Et là, je prends conscience et j'accepte que je peux apporter quelque chose. Et je me dis, pour vraiment aussi aider cet ami que j'ai vraiment voulu aider, je sais qu'il faut que je m'aide moi-même. Si je veux éclairer plus, bien sûr, il faut que je brille plus. Et il faut que je pense à moi comme si, clairement, comme si je voulais être un soleil. Et donc tu t'y es pris en faisant ce genre de challenge, en faisant preuve d'exemplarité au quotidien, en essayant d'inspirer tes proches. Comment ça s'est passé donc ce challenge sur 24 heures? Il y a forcément eu des moments de doute, forcément eu des moments peut-être même où tu as eu envie d'abandonner. Comment tu as géré ces périodes-là pendant ces 24 heures tout de même? 24 heures, c'est... La Terre, elle a le temps de faire 40 000 km pendant ce temps-là. Elle a le temps de tourner, de faire un tour complet autour d'elle-même. Et c'est 86 400 secondes, c'est encore plus de coups de pédale finalement, puisque la cadence est à plus de 60 tours minutes, donc on va tourner les jambes pendant plus de 100 000 fois. Et si on part dans l'esprit de toute façon de faire une fois 100 000 tours, on n'y arrive pas. C'est un coup de pédale, et ça 100 000 fois. Alors ouais, forcément, il y a des moments, c'est la vie, c'est des hauts et des bas, c'est pas une ligne droite, c'est vraiment l'impression de monter et de descendre des montagnes avec des moments, mais alors complètement d'euphorie, l'impression que on me laisse là, et dans 6 mois je suis encore en train de pédaler. Ouais, inarrêtable, bien sûr. Et puis des moments, mais des fois 30 secondes après, je me dis mais c'est fini, je peux plus mettre un coup de pédale, je me revois à certains moments, les yeux complètement fermés, et je suis là aussi à focaliser toute mon énergie sur le pédalage. Pédale, descends, monte les jambes. Et il y a aussi la question, là-haut mentalement, pourquoi tu fais ça? Et là je me dis, si je le fais que pour moi seul, est-ce que ça a suffisamment de sens pour continuer? Je suis pas sûr. Par contre, le faire, il y a des gens... Ton moteur, c'est de te dire... Le moteur, ok. Il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui me regardent, etc. Je veux montrer, j'ai cette responsabilité-là, de montrer que c'est possible, que même quand c'est vraiment difficile, bien sûr. On peut continuer à arriver. Et moi, j'ai cette chance-là, à cette période en plus, pendant le Covid, où il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des soignants qui sont là à se battre 20-22 heures par jour, sans pouvoir dormir, sans pouvoir se reposer, en mettant leur vie en danger. Toi, t'es là, t'as la chance de pouvoir pédaler, t'as la chance d'avoir le physique pour pouvoir le faire. Fais-le parce que tu sais pas, demain, tu sais pas si tu auras encore cette chance-là de pouvoir le faire, si tu auras encore la chance de pouvoir te servir de tes jambes et tout. Bien sûr. J'avais beaucoup de peur dans ma vie, et la peur, par exemple, de l'infirmité était très très présente. Ok. Et j'avais envie de dire avant, si je suis tétraplégique, tu me débranches.
Et au fur et à mesure, je me suis dit non, tu peux encore servir à quelque chose, tu peux encore écrire, tu peux encore au moins dicter des textes, tu peux encore avoir des idées, tu peux encore inspirer des gens. Ok. Ça c'est venu et là je me suis dit voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir déjà le faire, en plus de le faire avec ma tête, avec le partage de mes textes, j'ai la chance de pouvoir le faire avec mes jambes, avec mon cœur, fais-le, t'arrêtes pas. Ok. Tu t'arrêtes pas parce que t'es fatigué, tu t'arrêtes parce que ta mission, elle est terminée, parce que les 24 heures sont terminées. Ok, on va revenir un petit peu rapidement sur ce principe de décomposition que tu as abordé juste avant, qui, je pense, est extrêmement important et qui s'applique dans tous les domaines, incontestablement. Le fait de un coup de pédale à la fois. Un coup de pédale à la fois pendant 24 heures. Et ce, peu importe l'ampleur de la tâche qui se trouve devant toi, le fait de décomposer comme ça l'objectif à une échelle vraiment presque moléculaire nous permet de continuer à avancer même quand tout espoir est perdu. À partir de quand ça a commencé à devenir vraiment difficile? Je veux dire, 24 heures de vélo stationnaire, on peut pas tous dire qu'on l'a fait. Toi tu peux, donc à partir de quand, pour ta part, ça a commencé à devenir vraiment dur mentalement et voilà, la naissance des doutes, etc. On avait commencé à 16h, je pense que déjà la tombée de la nuit a été un moment difficile. Il n'y a plus, moi je fonctionne beaucoup en plus avec la lumière, et à ce moment-là, le corps, c'est l'heure où normalement il va se reposer, et c'est là où ça commence déjà à devenir un peu difficile. Là c'est plus peut-être l'envie de fermer les yeux, l'envie de se reposer, etc. À ce moment-là, physiquement, ça va. Après c'est vraiment dans la nuit où là, le sommeil prend le dessus. C'était prévu que je fasse de toute façon des micro-siestes. Sur les 24 heures, j'ai fait 3 micro-siestes de 5 et 7 minutes. Ok. C'est très très micro-sieste, mais ça permet d'avoir une mini récupération. Et je mettais le réveil à chaque fois. Voilà, c'est ce que je m'étais fixé. Pas plus. Ouais. Et voilà, tu reprends, tu continues, etc. Et ça, c'est vraiment cette résistance à la fatigue, de devoir lutter contre cette envie de dormir. Ça, je pense que c'est le plus dur. Ce qui va être dur aussi, ça va être dans les 3, 4, 5 dernières heures, où là, il y a un autre ennemi qui vient, ça va être la thermorégulation et la chaleur. Il faisait très très chaud, c'était une journée ensoleillée. Okay. J'avais mis dans les relevés de ce que j'avais pris, j'avais mis la température, et à la fin il fait 35 degrés. Ce qui devient vraiment très très dur, c'est les pieds, le frottement au niveau des pieds. D'accord. Et dans cette expérience-là, j'ai laissé 3 ongles. Il y a 3 ongles qui sont carrément tombés, qui se sont détachés, qui mettront plus d'1 an à se reconstruire, d'ailleurs. Et voilà, c'est douloureux. À chaque coup de pédale, j'essaye d'arroser mes pieds au mieux. À certains moments, même, j'enlève un pied de la chaussure, je continue à pédaler juste avec l'autre jambe. Avec une seule jambe. Avec une seule jambe, pour récupérer un petit peu. Mais voilà, c'est cette douleur-là, physique, où tu te dis combien de temps je vais pouvoir continuer, mais voilà, tu sais que ça frotte, tu sais que ça fait mal, mais tu continues quand même. Parce que tu as juste 24 heures à atteindre sur le chrono, et tu fais fi de la douleur. Si tu t'écoutes trop, tu t'arrêtes. Ouais. C'est confortable. T'as la chaise qui t'attend, t'as les jus de fruits, le soda qui t'attend, t'as le bain pour les pieds, t'as la douche qui t'attend. C'est tentant. Mais t'en profiteras vraiment de ce moment-là que quand t'auras fait ta mission, que quand t'auras atteint ton objectif. Sinon, tu vas pas en profiter. Tu vas culpabiliser, tu vas te dire non mais là tu dois pas être à la douche, là tu dois pas être dans ta chaise, là à ce moment-là tu dois être sur le vélo. Alors tu continues et tu vas jusqu'au bout. Et comment ça s'est passé l'après-challenge, après les 24 heures? Tu as dû récupérer plus longtemps? Comment tu as repris l'entraînement derrière? J'avais une croyance avant de partir, c'est que je me mettrais, c'est la croyance aussi qui sont dans les livres de physiologie, que je mettrais des jours, des semaines à récupérer. Ok. Et je pense que quand tu as réalisé ce genre de choses, physiquement, t'es tellement bien mentalement qu'en fait tu as déjà une partie de ta récupération qui est liée à ton accomplissement. Qui est faite. Ouais. Qui est faite. Et je me revois encore, j'ai pris un bon bain, j'en ai bien profité, jus de fruits, récup et tout. 1 heure après, je suis en train de faire de la musculation. Ok. Ok. Et c'était quelque chose que je voulais tester aussi dans ma connaissance, moi en tant que sportif et comme coach. Casser ses croyances limitantes. Ouais, c'est ça. Je voulais voir, j'avais fait un test la veille de ce record. Je m'étais dit, voilà, tu fais un test, tu fais un entraînement clé, tu prends toutes tes valeurs de puissance, de fréquence cardiaque, etc. Ouais.
Le lendemain de ces 24 heures, récupération à bloc, jeûne hydrique. Je récupère bien, je testais ça. Et le samedi, donc on est à peine 40 heures après ces 24 heures, je refais l'entraînement que j'ai fait le mardi pour pouvoir comparer. Et en fait, j'étais capable déjà de refaire les mêmes niveaux d'intensité. Ok. Oui, tu t'es prouvé à toi-même que tes croyances étaient les croyances étaient pas les bonnes, en fait. Ok. Et en fait, je me dis, on a plein de croyances qui nous paraissent des choses vraies tant qu'on s'y est pas confronté. Tant qu'on s'est pas mis... Tant qu'on s'est pas penché dessus et qu'on les a pas vérifiés à Exactement. 100%, on peut pas les valider. Exactement. Et ce qui est écrit dans un livre, etc., c'est souvent écrit par des gens qui n'ont pas vécu les choses, qui n'ont pas testé quelque part directement les choses. Et je pense qu'on oublie très très souvent en plus le pouvoir du mental, de la force mentale. Quand on est bien mentalement, quand on est préparé, on peut faire plein de choses qui nous paraissent complètement folles et complètement irréalisables. Ouais. En et fait, même le fait de monter graduellement, étape par étape, le fait d'y aller peut-être, notamment David Hawkins s'en parle beaucoup, la règle des 10%, y aller 10% plus loin de notre, par exemple, je ne sais pas, si notre record en course à pied c'est un petit kilomètre, très bien. Prends ce petit kilomètre et cours 1100 mètres la prochaine fois, cours 1200 mètres la deuxième fois, la troisième fois, etc. Et monter graduellement comme ça, pendant des années, tu peux finir par battre des records du monde, accomplir des choses extraordinaires, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans le sport. Le sport c'est très pratique, donc c'est facile de décomposer ça, mais ça peut être un étudiant au lycée, à l'université, étudier un petit peu plus chaque jour, étudier un petit peu plus intensément chaque jour. C'est vraiment la clé, je pense, de toutes les grandes réalisations. On n'est pas champion du jour au lendemain comme ça. Complètement. Et j'ai vécu aussi cette expérience avec l'écriture d'un livre. Ok. Autant sportivement, voilà, je savais ce que j'avais déjà réalisé. J'étais, on va dire, sur un territoire au moins en partie connu. Mais quand j'ai écrit mon livre, je suis parti de rien, je me sentais pas du tout capable d'écrire un livre au départ. Et si je vois la réalisation finale d'écrire un livre, je me dis c'est trop grand. Mais par contre, effectivement, comme tu dis... Tu peux écrire une page. Tu peux écrire une page. Tu peux écrire même simplement une ligne. Tu peux même écrire un mot. Un mot. Et ça peut... C'est déjà une avancée. Chaque pas, finalement, que tu fais dans la direction de ton objectif, te rapproche de cet objectif-là. Ça sert à rien. C'est pas possible. On n'est pas capable de faire, par exemple, si on n'a jamais couru, de faire un marathon par jour. Ça va pas être possible. On va se briser et on est sur un challenge qui va être trop grand pour nous. Sûr. Par contre, on est tous capables, voilà, d'aller chercher, tu parles de 10%, mais simplement le 1%. On peut aller chercher ce petit pourcent de plus que ce qu'on pensait être capable. Ouais. Voilà, c'est-à-dire je fais mes 100 pas, je suis capable d'en faire un de plus. Oui. Je fais mes 10 abdos, je suis capable là, d'en faire un de plus, même si ça fait 10%. Je peux toujours faire un petit peu plus, en sachant que de toute façon, si on n'est pas dans une situation qui implique notre survie, on n'exploite pas notre potentiel à 100%. Il reste toujours énormément quelque chose que le corps garde pour l'instant T où sa vie sera en jeu. À travers tous tes challenges, toutes les choses les plus difficiles que t'as réalisées, selon toi, quel a été le moment où, comment dirais-je, le moment où tu t'es senti aller le plus loin physiquement et mentalement? Tu penses que sur 100%, sur une échelle de 100%, t'es monté à combien maximum? Là, on va arriver à mon record du monde. Donc, sur record du monde, la veille, je me blesse au dos. Et je sais que je vais devoir affronter ce record du monde avec un dos en mauvais état. Et record je sais du que monde ça qui va. consiste du coup 100 km sur piste, le plus rapidement possible. 400 tours de 250 mètres. Ok. Et on n'a pas envie d'affronter un record du monde en étant blessé. On a envie d'être à 100% de son potentiel. Mais il n'est pas question de reculer. Sachant que le record du monde était fixé à... Il était à 2h19. Il était à 2h19,09. J'avais un tableau de marche assez ambitieux à 2h10, donc je savais que j'avais une certaine marge par rapport à ce record. Mais il y a l'incertitude de mon dos. Ça change rien au départ. Quand je pars sur le tableau de marche de 2h10, je tente ma chance, je me dis, je ne diminue pas l'objectif par rapport à ma douleur au dos. Ok. Pendant 140 tours, 35 km, tout se passe bien. Je suis dans mon tableau de marche sur 2h10. Le dos, je le sens un peu, mais il me gêne pas plus que ça. Et là, à ce moment-là, je commence à sentir
des fourmillements dans ma jambe Ok. gauche. Il reste 260 tours. Et là, je sais que vraiment ça va être de la souffrance. Que chaque tour va être de la souffrance. Que chaque coup de pédale va être une certaine souffrance. Et là, je me dis, je me le dirai à l'arrivée, que si ce que j'avais vécu jusque-là de plus dur, physiquement, et quelque part aussi mentalement, était à 10 sur 10, ce record, c'est du 12 ou du 13 sur 10. Ok. Il a vraiment fallu dépasser des limites de souffrance que j'imaginais pas pouvoir dépasser. Mais c'est ça qui va donner aussi un sens au record. Déjà, il y a 7. Donc, comment ça s'est passé, le record? Tu l'as eu? Ouais. Tu l'as eu. Ouais. Avec un dos brisé. Avec un dos brisé, il a fallu... À un moment, je me suis posé la question, est-ce que tu vas pas finir paraplégique? C'est venu. Ok. C'est venu à l'esprit Ok, à un moment. ok. C'est venu à l'esprit Comment à un t'as moment. géré ce genre de pensée? Je l'ai enlevé. J'ai tué la pensée. Tu t'es pas permis d'y penser Non. plus longtemps? Ok. C'est venu. J'ai accepté l'idée. Elle est venue. Ouais. Mais j'ai dit stop. Ok. Tu l'arranges. J'ai envie de dire entre guillemets, tu verras bien. Tu vas au bout. C'est ton moment. Ok. J'ai envie de dire, peu importe les conséquences, tu vas vraiment au bout de ce que tu peux. À ce moment-là, c'est déjà un challenge, quelque part, de finir ces 100 km. Ouais. Ça, c'est clair. Mais il me dit, j'ai pas le droit d'abandonner. J'ai le droit de pas battre ce record. Ouais. Ça, clairement. Mais j'ai pas le droit de pas finir. J'ai pas le droit de pas me donner à 100%. Et c'est assez amusant ce qui se passe dans la tête. C'est marquant. Tour de piste, à chaque fois. Dans la ligne opposée, j'ai mon staff, j'ai mes 2 meilleurs amis, j'ai mes parents qui sont là pour m'encourager et je pédale avec toute cette force-là, avec tout cet amour qui me pousse à avancer de l'avant. Puis il y a de l'autre côté, il y a la ligne d'arrivée où en plus il y a le tableau des tours qui descendent un après un. Ok. Là, c'est même... À certains moments, j'ai mis du temps à l'assumer. Mais c'est de la haine qui me motive. C'est Ok. quelque part... J'ai envie que ceux qui veulent me voir échouer, ceux qui m'ont fait du mal, j'ai envie de leur montrer que je vais arriver au Ça bout. te poussait plus Ça que... me pousse. J'ai besoin des deux à ce moment-là. Ok. J'ai besoin de toutes les forces que je peux prendre. Ok. J'ai besoin de tout ce que je peux collecter, toute mon expérience, toute ma... Toutes ces personnes qui n'ont pas cru en toi, C'est tous ça. ces gens qui t'ont découragé. Exactement, ou qui m'ont fait souffrir, etc. Ok. La réussite, ce sera aussi leur châtiment. Quelque part. Il y a ce côté-là. C'est pas la motivation principale, mais elle est là. Elle est là et... En cas de besoin, Voilà. Tout est bon à prendre. Quelque part. bien sûr. Toute source d'énergie, prends-le. Prends-le. Et voilà, ça je me suis beaucoup questionné. Mais comment j'ai fait pour arriver à avoir cette énergie-là? Je sais que j'étais en train de... À certains moments, je pleurais de douleur sur le vélo. Chaque coup de pédale, c'était horrible. J'avais une douleur électrique tout le long de la jambe, du dos, fessier, arrière de la cuisse, mollet. Ok. J'ai une douleur électrique à chaque coup de pédale, à chaque instant. Et c'est à chaque fois plus douloureux. J'ai de plus en plus de mal à garder ma trajectoire. Ouais, c'est dur, mais il y a tout ce qui a été vécu depuis le début de ma vie. Alors particulièrement depuis ces 2 ans et demi à ce moment-là, depuis septembre 2019, où il y a un parcours de vie incroyable. Ouais. Et j'ai envie de dire, je revois pratiquement chaque seconde de ce parcours-là. Et ça me donne cette force pour avancer, pour continuer. Des Encore images, un peu, encore un des images peu, qui te encore un reviennent. peu. Des images, à la fois des images, des choses vécues, J'ai pas fait tout ça pour rien. des émotions. Exactement. J'ai pas fait tout ce voyage pour que ça s'arrête, pour que finir ça par s'arrête abandonner maintenant, pour maintenant. finir par abandonner. Ce record, rien que pour être au départ, il a vraiment fallu se battre. Ce record, il a été repoussé 2 fois Ah oui. pour des raisons qui sont complètement extérieures à ma volonté. Les championnats du monde, il était prévu au mois de septembre, au mois d'octobre, l'année d'avant, en octobre 2021. Il a été repoussé parce que les championnats du monde se sont finalement déroulés sur cette piste-là, ce week-end-là, alors qu'ils devaient avoir lieu au Ok. Tadjikistan et qu'ils ont été reportés à cause du Covid. D'accord. 2 semaines avant, quand on avait fixé une nouvelle date, on m'a appelé, on doit poncer la piste, donc on doit remettre le record. Ah. Il a fallu repartir de zéro. Il a fallu repartir de zéro dans cette aventure-là, tout reconstruire. Mais je regrette pas. Parce Donc entre le moment où l'idée de battre ce record t'est Mm. venue et le moment où tu as battu le record, il s'est écoulé combien de temps là? 9 mois. Ok. 9 mois. En fait, ce record, l'idée vient alors qu'on est en pleine préparation du record de Marion, qui a lieu en septembre 2021. Moi, l'idée, c'est que je fasse cette tentative de record quelques semaines après. D'accord.
être dans la foulée, etc. Ça tombe à la bonne période pour moi, alors que je suis en bonne forme, que septembre-octobre, c'est toujours les périodes où je me sens le mieux dans mon corps. Et ça doit être repoussé. Mais à ce moment-là, je me battais simplement pour le record de France. Je savais même pas quelque part qu'il y avait un record du monde. Ok. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, pour tentative de record de France. Et puis, en fait, du coup, on est en octobre, le record se fait pas. Il est repoussé et on décide de le mettre 6 mois plus tard, donc au mois d'avril. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui bat ce record du monde, dont je ne savais même pas qu'il existait. Donc qui abaisse la marque, donc il va falloir être finalement réaliser une meilleure performance que ce qui était prévu pour le record de France. Mais ce report, il me permet aussi de viser plus haut, de m'attaquer pas à un record de France, mais de m'attaquer à un record du monde. Mais quelque part, je sais que c'est possible. Je sais que physiquement, il y a cette capacité-là, mais ça a un autre sens. Ça prend vraiment un autre sens de se battre, de faire un record du monde, et c'est quelque part de se dire, je pars pour quelque chose, par définition, quelque chose que personne n'a jamais fait. Oui. J'aimerais qu'on revienne qu'on aborde plutôt cette notion dont on a parlé tout à l'heure avant d'entamer cette discussion, de fixer des objectifs, travailler sur ces objectifs, te rendre compte que ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais qu'avec de la persévérance, tu finis toujours par y arriver. Est-ce que tu peux aborder, je sais que c'est revenu de nombreuses fois dans ta carrière, de nombreux exemples, comment est-ce que tu peux développer un peu à ce niveau-là ? Ouais, comme on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets que j'ai planifiés. Parce que là, tout le monde va pouvoir se retrouver dans ce qu'on va dire là. Ouais. J'ai eu beaucoup de projets, souvent, avec lesquels je m'étais fixé une date. Et effectivement, j'ai pratiquement jamais tenu, finalement, le timing. Mais j'ai toujours gardé l'idée, j'ai toujours gardé le projet dans la tête et dans le cœur. Et ça a toujours fini, finalement, par se faire. Ça a juste pris beaucoup plus de temps. Okay. Et surtout, ça a pris un autre chemin. Quand on projette quelque chose, on s'imagine souvent une ligne droite entre A et B. Sauf que des fois, il faut passer par tout l'alphabet. L'alphabet, c'est là dans la théorie, c'est simple. A, B, C, D, jusqu'à Z. Dans la réalité, des fois, il faut passer par Z pour arriver à B et faire tout l'alphabet, affronter un tas d'épreuves. Mais ce qui est vraiment pour moi important à chaque fois, plus que la réalisation, plus que d'arriver au sommet de la montagne, et quelle que soit la montagne, là on parle d'un record du monde, mais ça peut être n'importe quel projet, à partir du moment où il tient au cœur de quelqu'un, il n'y a pas du tout besoin de battre un record du monde. Bien sûr. N'importe quel projet a un sens. Et pour moi, ce qui compte le plus, c'est quand on a atteint le sommet de la montagne, ok, on est content, mais ce qui compte vraiment pour moi, c'est le chemin. C'est tout ce qu'on vit pendant cette route, c'est tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on apprend sur soi-même. Pour moi, c'est vraiment ça qui compte. Le fait de garder en tête que ça en vaut la peine, en fait. Que même si ça prend plus de temps, même si cet objectif, je l'ai laissé de côté pendant longtemps, j'ai la possibilité de revenir dessus, de m'en occuper et de réussir. Complètement. Parce que le fait aussi de laisser les objectifs de côté longtemps peut en fait nous décourager à l'idée de les accomplir pour de bon. Ouais, complètement. Et je pense que si ça nous tient vraiment à cœur, si ça a vraiment du sens pour nous, faut toujours le garder. Peut-être que ce sera pas demain, peut-être que ce sera pas le mois prochain ou l'année prochaine, peut-être que ça prendra 10 ans. Mais si ça compte pour toi, fais-le. Garde-le dans le cœur, garde-le dans la tête, garde cette lumière allumée, quelque part. Et voilà, ça va pas se faire, ça va pas être simple. Si ça compte, de toute façon, ça va pas être simple. Si c'est grand, ça va pas être simple. Ça va demander de traverser des obstacles, ça va demander de passer des étapes sur la route, ça va peut-être demander de l'aide de personnes, ça va peut-être demander d'apprendre des choses sur la route. Mais si ça compte vraiment pour nous, faut pas le laisser. Parce que... tu t'en mordras les doigts. Tu t'en mordras les doigts et pour moi, c'était peut-être une des plus grandes peurs que je pouvais avoir, c'était finalement de vivre. J'allais te poser la question justement à cette période. Quelle était ta plus grande peur ? Quelque part, d'avoir le sentiment d'avoir existé sans vivre. Quelque part. D'avoir passé toute ma vie comme j'avais passé peut-être... comme j'ai eu l'impression de passer mes 34 premières années. C'est-à-dire en spectateur. De jamais finalement... C'est ta vie. Comment tu es passé de spectateur
acteur pour de bon. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a vraiment aidé à passer d'un côté à l'autre? Ça a été tous les déclics dont on a parlé. Voilà. Mais ça a été surtout de changer clairement de vision de la vie. De prendre l'importance du chemin, que ce que tu vis chaque jour compte peut-être encore plus vraiment que la réalisation, que tout ce que tu fais chaque jour qui va dans le sens de qui tu veux être compte encore plus que finalement quelque part la réalisation qui est un instant T. Ouais. Mais c'est quelque part vivre à chaque instant, c'est exprimer pleinement son potentiel, c'est ce sentiment, ce sentiment quelque part d'accomplir et ce sentiment aussi d'être son identité, d'être soi-même, clairement complètement, de ne pas se cacher, d'être soi-même, de réaliser, d'être qui tu es, d'oser être qui tu es pleinement, même si tu te sens complètement différent, c'est normal. On est tous complètement différents, on a tous nos singularités, et ça a été vraiment de l'assumer complètement, de partager qui j'étais, de vivre qui j'étais au quotidien, de plus être, de plus me cacher, très clairement, d'assumer qui j'étais, d'assumer ce que je pensais, etc. Ça a été vraiment l'essentiel, et d'arrêter de dire tu feras ça quand tu auras atteint telle ou telle chose. D'accord. C'est-à-dire de passer quelque part clairement, ok, il faut que j'ai ça pour me permettre de tenter de réaliser ce projet, de tenter de réaliser ce rêve. Ouais. Non, t'as pas besoin d'avoir acquis telle ou telle chose pour te lancer là-dedans. Comme pour le 24 heures sur vélo stationnaire. On peut le faire, faisons-le. Exactement, c'était simplement dit, ok, on y va, let's go, c'est parti quoi. Maintenant. Ouais. Maintenant. Tu peux faire plein de choses maintenant, et l'idée c'est vraiment de pas attendre que tout soit... Si t'attends que les planètes soient alignées, tu feras jamais. On parlait juste avant d'entamer cette discussion du temps qui passe, de notre rapport au temps qui passe, et de garder dans un coin de notre tête que un jour on pourra plus faire tout ça. Et que si on le fait pas maintenant, si on ne ressent pas cette urgence à passer à l'action massivement, on en revient au fait, à ce principe de ce contraste entre la douleur de la discipline, à côté de la douleur du regret. Et gardez bien en tête qu'il y a un moment où on ne pourra plus faire toutes ces choses. Il y a un moment, la vie va nous humilier, la vie va nous rattraper, on va vieillir, on va perdre nos capacités physiques, mentales, on va perdre nos sens, on ne se rend même pas compte qu'on a la chance de pouvoir faire tout ça. Comme tu disais, pendant le confinement, il y a plein de gens qui étaient en hôpital, il y a plein de gens qui ne pouvaient plus se servir même de leur corps. Et toi, tu étais là avec tes deux jambes, avec ton corps, avec tes muscles, et tu disais, si j'en fais rien, ça rime à quoi ? Et quel est ton rapport avec le temps, justement, le temps qui passe? Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle parce que chaque seconde est une opportunité. Même ton rapport avec la mort, carrément. Ouais, complètement. Chaque seconde est une opportunité, mais chaque seconde aussi est un risque de mourir. Peut-être que dans 3 secondes, je vais faire une crise cardiaque, et peut-être que la vidéo, ce sera à titre posthume. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. T'as aucune idée. Il peut y avoir une météorite qui tombe, une nouvelle épidémie, une guerre, peu importe. On sait pas... On part chaque jour avec un crédit de temps de 86 400 secondes, mais la banque peut nous dire non, stop, on retire ça et t'auras plus jamais d'argent, ça s'arrête maintenant. Et chaque seconde, c'est une opportunité de faire quelque chose, de se rapprocher de qui on veut être, de se rapprocher du rêve qui nous tient à cœur, d'aider quelqu'un. Une simple décision, une simple décision, un mot. C'est ça. Les pensées sont super importantes. Je vois, c'est ça qui a le plus changé peut-être en moi. Ouais. Je pensais négativement. Alors forcément, j'avais des comportements négatifs, j'avais une vision négative de la vie, j'étais quelqu'un de négatif. À partir du moment où j'ai décidé que, ok, j'accepte qu'à certains moments, je puisse être moins bien, être un petit peu plus négatif, etc. J'en prends conscience tout de suite et je me dis, ok, accepte, c'est comme ça. Maintenant, comment tu pourrais voir la chose positivement? Ok, t'as ta pellicule c'est ton négatif. La photo c'est ton positif. Vois la photo. Négatif, on s'en fout. Le négatif d'une pellicule photo, il sert pas. Il sert juste à exprimer le positif. Le négatif, il est en chacun de nous. On peut pas le supprimer. Il faut l'accepter. Ok, mais on peut ne pas le laisser s'exprimer. On peut avoir cette vision positive, on peut avoir cette vision optimiste. Et à chaque fois que j'ai une pensée, c'est ce que j'essaye. Comment la reformuler positivement? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Si vraiment ça peut rien m'apporter, ok, j'ai eu cette idée-là, je la laisse de côté, je ne l'exprime pas, je passe à autre chose.
Mais vraiment, c'est d'arrêter de me dire, voilà, d'arrêter de perdre du temps. Parce que on peut tout récupérer, sauf le temps. Une seconde qui est passée, c'est une seconde qu'on ne récupérera pas, qu'on ne reverra plus. On n'est pas ce qu'on pense, mais ce qu'on pense nous influence. Et si on commence à penser de manière négative, si on commence à voir le noir dans tout, on devient négatif, on devient pessimiste, et on finit par ne rien faire. Et là, tu auras échoué, mais pas parce que t'avais pas de chance, pas parce que t'étais pas assez bon, simplement parce que tu t'es pas donné l'opportunité. Complètement. On sous-estime énormément l'importance de nos pensées, et la force, la puissance de nos pensées. Nos pensées, c'est quelque chose qui... Une pensée, à la fois c'est rien, c'est pas palpable, mais à la fois ça peut complètement changer notre vie parce que tout part d'une pensée. Ouais. Tout part d'une interprétation d'un événement. Un même événement peut être interprété par deux personnes, un comme quelque chose de positif, un quelque chose de négatif, quelque chose qui va freiner, rabaisser quelqu'un, quelque chose qui va tirer quelqu'un vers le haut, qui va être un moteur. À la base, je pense que toute expérience, tout fait, c'est quelque chose de neutre, quelque part. Après, il y a ce qu'on en fait. Quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Bien sûr qu'il y a des expériences qui peuvent être absolument terribles, etc. Mais comment des gens comme Nelson Mandela, qui a été enfermé injustement pendant 27 ans, en a fait une force de résilience, a reconstruit l'unité d'un pays à partir de ça. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas le seul, mais c'est l'exemple qui me parle à l'instant T. Il a vécu cette souffrance, etc. Ça aurait pu l'enfermer, ça aurait pu le plonger dans la violence et dans la haine. Bien sûr. Il a décidé d'en faire une force de construction et de résilience pour son pays quand il est devenu président. De cette expérience très très négative, personne n'a envie d'être enfermé pendant presque 30 ans en prison. Et sans doute lui le premier. Mais qu'est-ce qu'il en a fait ? Il en a fait quelque chose de positif et de constructif pour les autres. Il a décidé que ça ne le définirait pas. Exactement. Garder le contrôle sur lui. Tout à fait. Et nos expériences négatives, on va tous en rencontrer, des expériences négatives dans notre vie. On peut décider que ça nous définit et qu'on s'identifiera toute notre vie à cet événement, ou on peut en tirer de la force. On peut en faire quelque chose, quelque part, de neutre, qui ne va pas nous affecter, mais on peut aussi en faire quelque chose vraiment de déclencheur, d'un événement négatif, faire quelque chose de déclencheur qui va nous pousser et qui va nous permettre d'atteindre des sommets qu'on n'aurait pas atteints si on n'avait pas vécu. Nous permettre d'atteindre cette paix intérieure dont on parlait juste avant, cette paix intérieure. Comment selon toi, comment on accède à ce bonheur ? Mais le bonheur est assez neutre, je pense qu'on parle plus de paix à ce niveau-là, d'être bien avec soi-même. Comment, selon toi, on arrive à ce stade dans la vie ? Il y a plusieurs choses par rapport à ça, entre le bonheur et la paix. J'ai envie de parler des deux. Allons-y. Le bonheur, à un moment pour moi, ma vision, avant, c'était d'avoir quelque chose, quelque part, ou d'atteindre quelque chose. Aujourd'hui, je me dis, le bonheur, aujourd'hui, c'est d'abord vouloir ce qu'on a, et quelque part, c'est le bonheur, c'est chaque instant. C'est vivre chaque instant, on a cette chance de vivre chaque instant, d'utiliser, et même si tout ne va pas bien, ça n'empêche pas d'être heureux. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, on en revient à la même chose, c'est une pensée. Je décide d'être heureux. C'est vrai. Clairement. Ça paraît fou comme ça, et à une époque, ça me paraissait fou de pouvoir penser comme ça un jour. Mais si je décide d'être heureux, alors la vision de ma vie va être positive, et de chaque épreuve, je vais pouvoir faire quelque chose de positif et me dire, ok, j'avance, etc. La paix, je vais te dire, la meilleure façon pour moi, je vais reprendre une phrase qui veut être en paix, prépare la guerre. Et j'ai l'impression que pour être en paix, c'est vraiment être dans l'action. C'est comme ça que je me sens en paix, c'est comme ça que je me sens serein. C'est quelque part, c'est faire quelque chose, c'est avancer, c'est m'exprimer tel que je suis. La paix, c'est pas être au repos, c'est pas être au calme. Parce que quand on a atteint une montagne, etc., c'est à ce moment-là qu'on a envie de se relâcher, qu'on a envie de profiter, etc. Mais en fait, on est là, mais ça n'a pas de sens à ce moment-là. Quel sens je veux donner à ma vie ? Et c'est pas forcément faire un grand accomplissement, mais ça va être simplement peut-être qu'est-ce que je peux faire qui va aider, inspirer les autres. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort pour moi, parce que c'est quelque part, c'est le sens aussi clairement de la vie. C'est d'avoir de donner, de partager, d'inspirer, de faire avancer la vie à sa façon, parce qu'on est capable de faire. Et on est tous capables de faire quelque chose.
simplement en allant voir quelqu'un autour de soi, en lui demandant des nouvelles, en lui faisant un compliment, en lui demandant comment il va, en s'intéressant à lui. Ça, c'est une façon vraiment d'être utile. Ouais. Et être utile, c'est aussi une clé du bonheur. Trouver un sens à sa vie. Trouver un sens à sa vie. Et j'ai envie de dire, simplement parler à quelqu'un, c'est une façon d'être heureux. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui peut avoir du sens. Donc tout le monde est capable de faire quelque chose de positif. Pour toutes les personnes beaucoup plus jeunes ou même pas, qui nous écouteraient et qui n'auraient pas encore trouvé leur passion, comment dirais-je, leur mission même pour aller plus loin. Comment selon toi, est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Comment aborder cette question ? Comment faire ce premier pas qui nous rapprochera peut-être de cette passion, de cette mission qui nous suivra pour longtemps, peut-être pour le reste de nos jours. Je pense personnellement qu'une passion, ça se construit. On ne tombe pas du jour au lendemain sur quelque chose qui nous plaît et tiens, je vais faire ça pour le reste de ma vie. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on met un pied. Ça nous intrigue, ça nous rend curieux, donc on en met un deuxième, puis un troisième. Et en fait, on se rend compte, au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années, que ça nous plaît réellement et qu'on n'a plus envie de lâcher cette chose parce qu'on y a mis tellement d'énergie, on y a mis tellement de travail, on a appris à travers cette activité qu'on veut plus la lâcher et on se rend compte que ah bah tiens, bah ma passion c'est ça. Ouais, mais ça s'est fait sur les années, ça s'est fait. Comment trouver sa passion, comment découvrir et façonner sa passion au fil du temps selon toi? Je dirais la première chose, c'est déjà toujours y croire et ne pas se désespérer. Qu'il faut passer par l'orage et la pluie pour voir l'arc-en-ciel et que derrière il y a le soleil et que voilà, ça prend du temps, ça peut prendre des années, mais que à partir du moment où on se décourage pas, il y aura toujours une route. Il y a des routes qui sont simples et qui existent, et puis il y a des routes qu'on crée soi-même quelque part en arpentant des chemins, etc. Totalement. Je pense que l'idée c'est d'essayer des choses. De toute façon, c'est de tenter, de voir des choses. Ça peut être de participer, voilà, peut-être à des événements, se lancer dans l'inconnu, essayer, lire, s'inspirer, regarder des vidéos, tenter, participer à une activité sportive, à une activité culturelle. Et puis surtout etc. se donner le droit d'essayer, je pense. Exactement. Et de se dire que, voilà, c'est comme l'amour, on le trouve pas nécessairement... Il y en a qui le trouvent du premier coup de foudre, et puis une histoire qui va durer toute la vie. Et puis, il y en a qui doivent rencontrer 40, 50, 100 personnes avant de trouver la bonne personne. Et quelque part, pour la passion, pour un métier ou autre, c'est la même chose. J'ai envie de dire que moi, aujourd'hui, je construis encore ma vie. Il y a des choses qui me parlent, qui sont très fortes, mais la vision, quelque part, idéale de ce que j'ai envie d'avoir au quotidien, elle est en expérimentation, clairement, chaque jour. Bien sûr. Et je me sens aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux, mais je sais qu'il y a encore plein de choses à vivre, à tester, à expérimenter pour être pleinement accompli et vivre à 100% la vie que j'ai envie de vivre. Et je pense que c'est très très important, voilà, de garder vraiment l'espoir. Ça c'est important parce que des fois quand il n'y a plus rien, c'est l'espoir qui nous maintient quelque part en vie, et qu'il y a des jours aussi dans une vie, c'est normal, où quelque part on est là entre guillemets à survivre. Le but c'est pas de rester dans ce côté-là, parce que c'est un côté qui est douloureux, c'est un côté qui est difficile, mais à certains moments, il faut accepter que ça arrive aussi. Et chaque jour, faire un petit pas, tiens, qu'est-ce qui pourrait me pousser à aller vers le haut ? Qu'est-ce que je pourrais tester ? C'est aussi pour ça que, quelque part, je t'ai contacté pour cette chose-là, c'est que je me suis beaucoup, clairement, inspiré de ce qui existait sur Internet, de ce qui existait sur YouTube, et ta chaîne en fait partie, pour donner de l'espoir dans les moments où ma vie était dure, dans les moments où j'avais besoin de cette source d'inspiration. Ne pas partir du principe que t'as perdu d'avance et que tu n'y arriveras jamais. Complètement. Un gagnant, c'est un perdant qui s'est pas découragé. Totalement. C'est quelqu'un qui a continué. Personne n'a atteint le sommet de son art en commençant. On a tous débuté, on a tous été de toute façon le dernier de quelque chose quand on a commencé. Parce que c'est normal. C'est complètement normal. Mais même quand on a commencé à marcher en tant qu'enfant. Bien sûr. On s'est pas mis sur nos pattes directement et on a commencé à marcher. Il a fallu tomber des dizaines, des centaines, des milliers de fois avant de tenir sur pattes et de pouvoir marcher. Pas se laisser freiner par la peur de l'échec
Complètement, se relever l'échec. en se disant que ça fait partie du processus, même si ça fait mal parfois, même si des défaites, surtout quand elles sont peut-être publiques, quand tu perds devant les gens, devant tes proches, devant les personnes que tu aimes, que tu aurais aimé rendre fiers, et là ça fait mal, évidemment. Bien sûr. Mais te dire qu'un jour tu pourras peut-être réussir justement, et tu te rappelleras de cet échec, et la victoire n'en sera que plus belle, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être des fois un petit peu le danger de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où les gens, j'aime beaucoup cette image-là, que les gens partagent quelque part leur vitrine, sans montrer leur arrière-boutique, Carrément. et que dans nos moments difficiles, on regarde juste notre arrière-boutique, ce qui va pas bien dans notre vie, et on le compare à ce que les gens nous montrent, à ce que les gens réussissent de positif. Mais pour réussir quelque chose de positif, il faut avoir essayé, il faut avoir tenté des choses pour finalement avoir peut-être enlevé 90% de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas idéal, de ce qui ne nous rend pas heureux, pour garder finalement et développer les 10% qui nous restent, qui nous sommes le plus heureux. Comme on disait avant la discussion, il suffit d'une seule décision. Une seule décision. Tiens, ça me rend curieux, je vais essayer ça. Je sais pas, je mets le pied dans l'inconnu, mais je vais essayer, on va voir. Une seule décision, et si ça se trouve, elle est là ta passion. Et tu te retrouves dans 10 ans en étant au sommet d'un art. Thomas Edison, il a dû faire presque 10 000 essais avec différentes tentatives, différents filaments, différentes matières, avant d'en avoir une qui donne une ampoule et qui donne la lumière. Il a dû passer, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on retient de son nom, on retient de cette personne-là, que c'est un des plus grands inventeurs de l'histoire, une des personnes qui a eu le plus de réussite. Sauf que pour une réussite, il a connu 9999 échecs. Mais ce qu'on retient, c'est sa réussite. Échouer, c'est complètement normal. Quelque part, ça veut dire qu'on cherche aussi quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui n'a pas encore été réalisé. Carrément. Soit dans le monde, soit avec soi-même. Donc c'est complètement normal de passer par toute cette phase, quelque part, entre guillemets, qu'on voit comme un échec. Changer notre vision de l'échec. Complètement. C'est normal. C'est normal. Ça arrivera, ça réarrivera, ça réarrivera. C'est complètement normal. Ça fait partie, clairement, de la vie. On ne peut pas tout réussir. Et celui qui n'échoue pas, c'est simplement celui qui ne fait rien. C'est simplement celui qui ne fait rien. Et effectivement, mais quand on ne fait rien, est-ce qu'on est heureux ? Quand on ne fait rien, qu'on est spectateur de sa vie, Ouais, c'est là aussi où on est... Gérer les critiques aussi. Gérer les critiques, complètement. Mais on est souvent les critiques par des gens qui ne font rien. Qui ne font rien, ou en tout cas qui ne sont pas passés par notre chemin, qui n'ont pas été dans nos chaussures. C'est très 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 facile quand on voit quelqu'un, que ce soit échouer ou réussir. Il y a de la jalousie aussi dans la réussite, comme il y a quelque part, des fois pour certains, de la satisfaction dans l'échec. De voir les autres échouer parce que ça nous ramène à une certaine forme de sécurité pour nous-mêmes, pour beaucoup. Mais non, c'est fantastique, quelqu'un qui réussit, même si c'est dans un domaine qui ne nous inspire pas, ça donne envie simplement, félicitations, et de s'en inspirer. Qu'est-ce que tu as fait, par quoi tu es passé, etc. Ouais. Et moi, ça a été quelque chose d'important. Partager l'histoire de mon record, etc. Juste la satisfaction, juste partager les bons moments, ça aurait strictement aucun sens de le faire sans partager par tous les doutes, par tous les mauvais moments qui ont été. Mais c'est ça qui a aussi donné clairement du sens à tout ce qui est réalisé. C'est tous les sentiments d'échec, toute la souffrance, toutes les larmes. Il y a eu beaucoup de larmes. Pour avoir un sourire, il a fallu qu'il y ait beaucoup de larmes qui coulent sur le visage, qui coulent dans le cœur. Ça c'est clair. Mais à la fin, on est heureux d'avoir clairement ce sourire. Et il est beaucoup plus fort quand il y a eu tous ces moments difficiles aussi par lesquels on a pu passer. Bien sûr. Et pour ce qui est de l'envie de la pensée qui nous vient en tête quand tout va mal, on est dans notre activité, on fait ce qu'on a à faire, ça fait longtemps qu'on le fait, mais on commence à perdre espoir. Peut-être que ça prend plus de temps que prévu, peut-être qu'on n'a pas le soutien qu'on aurait voulu avoir, peut-être que on est dans l'inconnu, donc il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Et pour toutes ces personnes qui font quelque chose, que ce soit un projet perso, un projet professionnel, que ce soit des études, que ce soit l'accomplissement d'un rêve, mais qui commencent tout doucement à perdre espoir parce que ça se passe pas comme prévu, parce que il y a des obstacles en cours de route qui viennent nous freiner totalement. Le fait de surmonter l'envie d'abandonner, ne serait-ce qu'une fois, te montre que tu es capable de le faire
à l'illimité. Si tu l'as fait une fois, si un jour tu te sentais vraiment mal, tu me diras après ce que t'en penses, ça t'est forcément arrivé après tout ce que tu as fait, mais si un jour tu te sens vraiment mal, et là je parle au nom de tous ceux qui ont de l'ambition, au nom de tous ceux qui ont des projets et qui vont à l'encontre des critiques, qui osent croire en eux-mêmes et en leurs projets, si un jour t'as vraiment envie d'abandonner, peut-être que c'est aujourd'hui pour certains d'entre vous, tenez juste jusqu'à demain soir. Si t'arrives jusqu'à demain soir, c'est la preuve que tu peux tenir un jour de plus. Si demain soir ça va toujours pas bien, tiens jusqu'à demain soir, après-demain soir, tiens une semaine de plus. Parce que je te garantis que dans 6 mois, t'es pas condamné à rester dans cet état d'esprit où t'as l'impression que c'est perdu d'avance, que tu n'y arriveras jamais. Donc, essaye de tenir un peu plus. Encore une fois, si ton projet il se réalise sur des années, peut-être sur 10 ans, 20 ans pour certains grands rêves que l'on peut avoir, c'est pas en abandonnant maintenant que ça va se réaliser. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir vraiment envie d'abandonner dans tes plus grands objectifs, des rêves que t'as voulu atteindre, comme tes records à vélo, mais ne serait-ce qu'aussi écrire ton livre ou des choses comme ça? Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir vraiment envie d'abandonner en cours de route et battre cette envie d'abandonner? Tous les jours. Tous les jours. Le doute, ça fait vraiment partie de l'aventure. Est-ce que ça a du sens? Il y a des questions qui sont là, qui reviennent à chaque instant, quelque part, et contre lesquelles il faut lutter. Tous les jours, tu te dis, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que j'ai suffisamment de force en moi? Le doute, il est complètement normal, et particulièrement quand tu vois pas la chose sortir de terre pendant des semaines, pendant des mois. À ce record, je suis parti un moment après qu'il ait été annulé, après le record de Marion. J'étais dans une période qui était très très difficile, il a fallu tout reprendre de zéro. Et pour revenir, on va dire que si je l'avais fait au mois de septembre, j'aurais peut-être été à 90%. Mais quand j'ai recommencé ma préparation, je suis pas reparti de 90%, je suis reparti de 40 ou 50%. Ok. Il a vraiment fallu tout reconstruire, mentalement et physiquement. Chaque jour. Et ouais, ça a été comme tu dis, fais un petit pas de plus, fais une répétition de plus à la salle de sport, fais 5 minutes de plus sur le vélo. Comme dit Goggins, il suffit d'une seconde. Si juste tu abandonnes l'espace d'une seconde, c'est terminé. Non, Tout ce qui se passera après, tu le découvriras jamais. Complètement. Donc donne-toi cette chance. Complètement. Se donner cette chance-là. Ok, ça peut être dur, tu peux ne rien voir, etc. Mais là, je parlais vraiment des moments où il peut y avoir des doutes de manière générale. Parce que l'objectif te dépasse. C'est immense. Peut-être que tu commences juste dans un domaine et tu t'attaques à quelque chose qui, tu sais, ça te prendra des années. Complètement. Tu sais que t'es au pied d'un... Tu vois, t'es là. Ça, je l'ai souvent vu. T'es là, tu t'imagines petit à l'échelle de l'humanité et tu vois la montagne que tu dois gravir. Totalement. Et tu te dis, waouh, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Par et contre, plus tu grimpes, plus c'est dur. Plus c'est grimpe, plus c'est dur. L'horizon, c'est une ligne qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, quelque part. Et tu te dis, des fois tu fais un pas et tu te dis, waouh, j'ai l'impression que c'est encore plus haut, quelque part. Et pourtant tu peux aussi regarder autre chose. Ouais. Tu peux te retourner et voir, ah mais j'ai déjà fait quelque chose, j'étais plus bas tout à l'heure. Là j'ai fait quelque chose, j'ai avancé. Et c'est comme ça qu'on disait action après action, pas après pas. Ouais. J'ai envie de dire, c'est même pareil si on a son bureau à ranger. On voit notre bureau, il y en a partout, on ne va jamais y arriver. Stylo. Mais commence par ranger un stylo, commence par ranger une feuille, commence à mettre une feuille à la poubelle. Ça commence par un pas. Tout voyage commence par un pas. Même l'action la plus minime, si elle te permet d'avancer, ça veut dire que t'es plus au moment, t'es plus à l'endroit, t'es plus qui tu étais même une seconde avant. T'as déjà avancé. Même si c'est un mini pas. Complètement. Des fois, ça suffit. Et dans les jours difficiles, ça compte. Il y a des jours où t'avanceras de 10 mètres sur ton projet. Il y a des jours où t'avanceras d'1 centimètre. Mais fais que chaque jour, tu avances d'au moins de ce petit centimètre ou de ce petit millimètre. Parce que ce qui est important, c'est que même si on a, quelque part, pas cette impression d'avancer, mais cette impression de toujours garder là où on veut aller, qui on veut être, dans la ligne de mire. Ouais. Et là, je parle à la fois de l'esprit et à la fois du cœur, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est aussi très très important, quoi. Il y a l'esprit, il y a l'âme aussi, cette connexion entre nos différents êtres, quelque part. Entre le corps et l'esprit, entre le cœur et la tête. Ça, c'est très très important. Et de toujours garder la direction dans laquelle on veut aller. Ça, pour moi, c'est l'essentiel.
quand on commence à regarder ailleurs, c'est là Qu'on se perd. c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on se perd. Toujours garder Quand ça. on a un objectif en tête, toujours le garder dans la ligne de mire. Toujours le garder dans la Et ligne de mire. s'assurer d'avancer encore un petit peu, encore un Complètement. petit peu chaque jour. Complètement. Garder ce cap. Garder ce cap quelque part dans cette direction. J'ai envie de dire que même si on est à un avion à l'arrêt au sol, voilà, je veux aller là, je garde ce cap-là et je m'en détourne pas, quoi qu'il arrive. Et maintenant, je mets la machine en route, ne serait-ce que d'un petit pas. Mais garder ça à l'esprit, garder ça dans le cœur, c'est de toute façon pour moi toujours avancer. Parce que si on abandonne cet objectif, si on se laisse avoir par cette pensée d'abandon, cet esprit d'abandon, qu'est-ce qui s'ensuit derrière ? Alors on arrête de souffrir, on arrête de subir cette discipline, on arrête de se lever le matin, on arrête de faire les choses, mais on devient quoi du coup ? Le plus dur, c'est le regret. C'est la fin, C'est la fin. c'est le début Et de si la on- fin. C'est le début de la fin. Et à un moment, notre vie, elle va s'arrêter. Si on a de la chance, quelque part, c'est dans longtemps. Mais si on n'a rien fait de notre vie, ce sera pas une chance. Parce qu'on devra finalement partir pour l'éternité avec cette sensation-là. Merde, j'aurais pu faire tout ça. Si à tel moment, j'avais juste gardé le cap que je voulais garder, si j'avais juste pris cette mini-décision qui allait finalement, quelque part, avec l'effet du temps, l'effet exponentiel du temps et des efforts qui allait changer ma vie. Complètement. À certains moments, je sais que si j'avais pas gardé ce cap-là, peut-être qu'aujourd'hui, je serais couché au fond de mon lit, que je ferais 150 kilos et que je serais en train de me goinfrer de gâteau. Plutôt qu'être là, avoir un record du monde, aider des gens autour de moi et essayer aujourd'hui par ce partage, justement, d'inspirer et de dire « ne lâche pas, continue ». Totalement. Sur le long terme, même pas sur les années, mais en quelques semaines, en quelques mois, même si on a l'impression d'être au fond du trou, on peut Complètement. vraiment faire une différence en l'espace de quelques semaines. En l'espace de quelques semaines, en l'espace de quelques jours, la vie, c'est pas un processus linéaire. Ça va jamais être une ligne droite, ça va jamais être la pente sur laquelle on va progresser linéairement. Ouais. C'est même normal à certains moments de régresser, ça fait partie. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Quand on s'entraîne, on crée un stress sur le corps. Si on prend notre niveau physique 1 heure après l'entraînement, on est plus faible qu'avant. Mais on fait ça pour que notre corps devienne plus fort. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des moments où voilà, ça va descendre, c'est normal, ça fait partie du processus d'évolution et ça ne nous empêche pas d'avancer. Et en quelques jours, quelques semaines, on peut réaliser des grandes choses. On peut avancer énormément, on peut en travaillant simplement 30 minutes par jour, on peut parler correctement une langue étrangère en quelques semaines. On peut s'exprimer, on peut avoir des échanges avec des gens. En écrivant une page par jour, en 6 mois, on a un livre de 180 pages. Etc. Et ça, c'est valable pour plein de choses. En tentant de faire, pareil, une recette de cuisine tous les jours, en 30 jours, on est capable de faire 30 plats différents. Et ça, c'est valable, voilà, pour tous les domaines. Et je t'en parle même pour des domaines que je connais pas, que je maîtrise pas. Bien sûr, ça s'applique à tout. Ça évidemment. s'applique à absolument tout. Tu crois en la vie après la mort ? Tu parlais tout à l'heure de l'éternité, de partir avec ses regrets si l'on n'a rien fait de sa vie. C'est quelque chose sur lequel tu as réfléchi déjà ? À la fois, c'est quelque chose qui m'est venu vraiment au fur et à mesure de mes épreuves, on va dire. Je parle déjà de la foi d'une façon générale. Il y a eu besoin, à certains moments, de croire en une force supérieure, en une force surnaturelle, etc. Et je croyais pas forcément en la vie après la mort. Mais si on n'y croit pas, un minimum, à quoi ça rime de vivre, quelque part ? Si on se dit qu'il n'y a plus rien, que tout s'arrête, que tout ce qu'on a fait, d'une certaine façon, ne survit pas. Et si notre âme ne survit pas, qu'est-ce qui nous pousse à avancer ? Alors oui, maintenant, je crois, et cette notion en moi, malgré mon côté sur beaucoup de points rationnels, de croire qu'il y a quelque chose derrière, et que le poids de ce qu'on aura accompli ou de ce qu'on n'aura pas accompli, ce sera là, quelque part, pour l'éternité. Partir avec ses souvenirs et les porter pour l'éternité. C'est ça. Soit avec ce qu'on a fait, soit avec ce qu'on n'a pas fait. Totalement. Et je suis sûr que je sous-estime mon potentiel. Je ne le réalise pas à 100%. Mais je veux me rapprocher de ce 100%. Je veux me rapprocher de me dire, voilà, s'il y a... tu parles de David Goggins, c'est aussi à lui qu'on doit ça, d'avoir ce tableau, de se retrouver devant l'Éternel,
voilà ce que tu aurais pu réaliser, ce que tu aurais dû être, ce que tu aurais pu être, et compare-le à ce que tu as réalisé. Il y aura toujours un décalage, mais j'ai envie que ce décalage il soit le plus faible possible. J'ai envie que le potentiel il soit réalisé au maximum. J'ai envie que les actions que j'ai réalisées aient du sens. J'ai envie que ce que j'ai fait compte quelque chose, et pas que pour moi, mais ait un sens pour la vie. Laisser une trace. Ouais. Je suis pas un grand artiste, mais je sais que tout ce que je fais peut compter, et si j'aide ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai déjà réussi quelque chose. Mais voilà, et si je suis là aussi quelque part aujourd'hui, c'est que je sais que peut-être que je peux en aider 100, peut-être que je peux en aider 1000, peut-être que je peux en aider 100 000. Mais au départ, à tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent avoir aucun impact, j'ai été comme ça. J'ai clairement été comme ça, à me dire, mais je sers à rien. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, oui, j'ai trouvé ma voie, mais que mon expérience, ma vie peut servir. Et la vie de n'importe qui, aujourd'hui, peut servir aussi à son prochain. Et à donner de l'espoir, susciter de l'espoir. Tu sers à rien que jusqu'à ce que tu arrêtes de croire que tu sers à rien. Exactement. Il y a des gens, quelque part, qui ont objectivement un impact faible sur le monde. À partir du moment où ils y croient, que c'est inscrit en eux, ils vont apporter quelque chose. Il y en a d'autres qui ont un potentiel fantastique, mais qui se disent non, ça sert à rien, et qui finalement vont des fois même avoir un message négatif. Je me revois à lire certains trucs que j'ai écrits à une époque. Je me dis, mais merde, j'aurais pas envie d'être le pote de cette personne-là. Ma vie, elle a pas changé tant que ça, mon quotidien, il a pas changé tant que ça. Ouais. Mais à partir du moment où ma vision a changé, le message, je dis, ah ouais, j'ai envie d'être pote avec cette personne-là, il m'apporte quelque chose, il me dit quelque chose, et tout vient de là, comme tu dis, tout vient de la pensée, quelque part. Si tu penses que, ah oui, t'auras raison, quelle que soit ce que tu penses finalement, quelque part, négatif ou positif, même si t'es un perdant, si tu crois que t'es un gagnant, il y a de fortes chances que tu deviennes un gagnant. Exactement. C'est la pensée qui va permettre, la pensée, c'est vraiment la base, c'est la graine de l'identité, et c'est la graine de la réalisation. Très bien, je pense qu'on peut rester sur ça. Ça marche. Tout premier épisode de ce nouveau format, n'hésitez vraiment pas à me dire et à nous dire ce que vous en pensez. Il y aura évidemment toujours une nouvelle vidéo tous les 3 jours, on reste sur ce format de traduction, et de temps à autre vous aurez donc des podcasts avec des invités. Comme vous l'aurez compris, Vincent est un abonné, ça peut être vous, si vous avez quelque chose à partager qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez le mail en première ligne de description, donc si l'idée vous tente, vous pouvez m'envoyer un message. Je lirai tous les messages, je lis tous les commentaires, que ce soit sur YouTube, Instagram et par mail. Donc n'hésitez vraiment pas, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast.